pense que la majorité des participants sont arrivés. Bonsoir tout le monde. Mabeko. Voilà, donc très heureux de... Maintenant que Luisa est arrivée, on peut démarrer. Luisa, c'est toi. Oui, donc, bienvenue. C'est la deuxième rencontre qu'on organise avec Leïla. Et on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Manon, qui a fait la postface de l'ouvrage qu'on présente aujourd'hui. Donc la dernière fois, c'était... on avait eu la chance de présenter... j'ai ramené quelques exemplaires. Là, voilà, Lettre à mon père. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous le recommande vivement. On a quelques exemplaires ici. Voilà, je fais du bon marketing pour Bleu Autour. Mais c'était un grand plaisir. Et je dois dire que j'ai eu autant de plaisir à lire ton dernier ouvrage. Ça s'intitule Leïla et Isabelle et Bérard. Le « et » n'est pas anodin, bien sûr. Manon nous le dira. C'est un choix de l'éditeur. C'est un titre de l'éditeur. Oui. D'accord. Et pour le Forum France-Algérie, je pense que c'est une très bonne opportunité aussi, sachant qu'on est Forum France-Algérie. Donc on œuvre pour le rapprochement entre la France et l'Algérie, mais également entre l'Orient et l'Occident. Et quel personnage plus intéressant qu'Isabelle pour symboliser ce rapprochement entre Orient et Occident, hein, sachant qu'elle a été une des rares figures, en tout cas du 19e siècle, à se projeter dans la culture algérienne, à être passionnée par la culture algérienne au point où elle apprendra l'arabe, se convertira à l'islam, se mariera avec un Algérien et essaiera de comprendre ce pays, mais vraiment de l'intérieur. Et très peu d'Européens ont eu cette démarche-là. On est autour d'Ismaël Urbain, il y a tout un groupe, etc., qui avait fait cette démarche, qui était intéressé. Il y a eu ensuite, bien sûr, beaucoup d'intellectuels, de membres de bureaux arabes, de SAS, etc., de représentants de la colonisation qui ont eu une démarche de compréhension, de rapprochement, mais c'était une infime minorité. Je ne parle même pas des colons qui étaient là, tous ceux qui étaient dans une posture disons, de profiter du système colonial. Il y avait vraiment un fossé, et d'ailleurs, Isabelle en a souffert elle-même, puisqu'elle a été rejetée par les colons, hein, et haïe par les militaires, traitée d'espionne, etc. Tout simplement parce que ça ne venait pas à l'esprit des personnes de ce temps-là, mais même après, de faire cette démarche de rapprochement, d'essayer de comprendre un peu cette culture, et d'essayer de faire en sorte que son rêve étant qu'il y ait réellement un rapprochement entre Orient et Occident, que les deux puissent tirer parti de leurs attributs respectifs. Et je pense que c'était son rêve, peut-être que ça sera confirmé peut-être par Leïla et Manon, qui avait une démarche également, donc je pense politique de sa part. Démarche sociale, c'est clair, hein, puisqu'elle était choquée par les conditions, elle s'en émouvait, elle l'a écrit, et je pense que Leïla aussi a repris donc des passages, je trouve, pas très nombreux, mais clairement, tu cites un peu toutes ses préoccupations sociales, la misère dans les steppes, les populations. Il y a un passage d'ailleurs que je lirai donc, à ce propos. Voilà, donc merci Leïla de nous donner l'occasion de nous réunir autour d'un ouvrage que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire et qui se lit comme un vagabondage d'Isabelle et Bérard. Vraiment, on a l'impression d'être sur un cheval comme ça dans les steppes et de parcourir les steppes et le désert avec elle. Et tu nous donnes vraiment l'occasion de se projeter dans ce personnage, dans sa vie, dans le contexte dans lequel elle a vécu. Voilà. On reviendra après sur ta relation avec Isabelle, mais avant ça, je pense que je voudrais donner la parole à Manon, qui est la spécialiste, une des spécialistes de l'œuvre de Leïla Sebar, et qui a écrit cette magnifique postface que vous lirez également. Et donc je vous donne la parole Manon, pour peut-être nous dire
voilà, ce que vous avez pensé de l'œuvre et en quoi elle est importante dans cet ouvrage et en quoi il complète l'œuvre déjà riche de Leïla. Merci. Merci déjà pour votre présentation. Que vous ayez aimé le livre est important. J'espère que vous pourrez le lire avec plaisir aussi. Donc, ce livre a été vraiment conçu tel que vous l'avez reçu, donc c'est très bien. C'était vraiment l'idée de réunir des textes qui parlaient d'Isabelle Eberhardt, qui parfois en parlaient moins, mais en tout cas dans lesquels elle était toujours présente, soit de passage, soit en héroïne, soit pas tellement. Et en tant que lectrice, moi quand j'ai travaillé, donc ça a commencé par un travail vraiment autour de cette figure, historique et surtout romanesque, c'est plutôt ça qui m'a intéressée. Quand j'ai pensé à ce travail avec l'éditeur, Patrice Rettig, j'ai vraiment voulu que ce soit justement une espèce de nomadisme à travers l'œuvre qui reflète finalement son propre mode d'existence dans l'Algérie, pas que dans l'Algérie, mais en l'occurrence en Algérie ou en Tunisie également. Et mon idée a été donc d'abord de montrer comment Leïla s'emparait de ce personnage, plus que de la figure historique, parce que finalement il n'y a pas de biographie, il y a des touches, vous verrez, vraiment très presque impressionnistes, avec des notes, parfois une couleur, parfois les bottes, parfois l'habit. Donc tout cela nous permet de constituer une espèce de mosaïque et que j'ai trouvé assez poétique, très poétique même, au bout d'une lecture de textes rassemblés, qu'on ne perçoit pas forcément quand les textes sont éclatés, parce que ce recueil est artificiel en fait. Hein, c'est important de le dire, c'est que les textes réunis ne sont pas de même époque. Parfois ils ont été écrits il y a plusieurs années, parfois, comme c'est le cas du dernier, écrit très récemment. Et donc le lecteur est invité à la suivre dans son errance, dans sa traversée du désert, des villages, au contact des populations, et c'est moi ce qui m'a intéressée. Et par ailleurs, donc, ce projet de postface vient d'un travail que moi j'ai fait à l'université il y a quelques années, et dans lequel j'avais voulu montrer que, enfin en tout cas chercher d'abord avant de montrer pourquoi Leïla s'intéressait autant à ce personnage, en tant qu'autrice, hein, pas forcément en tant que personne, en cherchant dans l'œuvre ce qui pouvait faire signe pour donner cohérence à cela. Pourquoi Isabelle et qu'est-ce qui les réunit finalement. Et c'est ça qui m'a intéressée. Donc ce qui les réunit, vous le lirez, c'est pour moi plusieurs choses, dont l'exil. L'exil qui est très différent puisque, comme vous l'avez dit, Isabelle choisit de s'exiler puisqu'elle part finalement d'un pays volontairement, ce qui n'est pas le cas de Leïla Sebbar, évidemment, qui part d'Algérie contrainte, adolescente. Mais ces deux parcours, celui de l'autrice et celui du personnage, peuvent être comparés. Et c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de caractéristiques du personnage qui permettent à Leïla de chercher ce qu'elle est elle-même vis-à-vis de son père, vis-à-vis de l'Algérie, vis-à-vis du pays qu'elle a quitté, et de s'immiscer, de s'introduire dans ce pays qu'elle n'a pas connu, dans une langue qu'elle n'a pas apprise, et dans des rêves qu'elle n'a pas vécus. Et donc, comme une espèce de transposition, finalement, Isabelle ferait ou aurait fait dans l'imaginaire ce que Leïla aurait pu faire, aurait pu être, aurait pu devenir, côtoyer ces peuples, ces femmes d'Algérie, ces hommes d'Algérie, dans les cafés, dans les rues, dans les mosquées, etc. Et puis, il y a le rapport à l'islam qui est fondamental, je pense, peut-être de plus en plus, puisqu'Isabelle s'est convertie donc à l'islam, évidemment volontairement et pleinement, complètement, ce qui n'est pas donc le cas de son auteur, en apprenant l'arabe bien sûr, mais aussi en s'imprégnant totalement d'une culture et d'une religion qui n'étaient pas les siennes. Donc j'ai voulu comparer, interroger, et puis je crois que ce livre nous laisse en tout cas rêver d'une alliance, d'une amitié dans la fiction, puisque c'est là que tout se passe, c'est là que le père apparaît aussi parfois, au contact d'Isabelle, raconté parfois, et voilà, donc j'ai voulu que ce travail éclaire un petit peu le rapport entre les deux femmes, malgré la distance, malgré les différences. Voilà ce que je peux dire. Merci. Leïla. Oui. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qu'on vient de dire là?
Déjà, Mais tu moi, es d'accord ou pas? Est-ce que tu as aimé Ouais. oui. Non, moi j'ai lu l'apostrophe et la préface de Manon. Euh, j'ai découvert, euh, j'ai découvert ce que je ne savais pas de moi dans ma relation explicitée par Manon à Isabelle. C'est vrai que Isabelle est toujours présente dans ce que j'écris, malgré moi. Je ne me dis pas, je vais parler d'Isabelle. Je parle d'autre chose et arrive Isabelle. C'est vrai. Et Isabelle est absolument le contraire de ce que je suis. Moi, je suis quelqu'un de très craintif, euh, peut-être à cause de la guerre d'Algérie, pendant laquelle j'étais enfant et adolescente, et au cours de laquelle mon père a été arrêté par les parachutistes français et incarcéré. Peut-être à cause de tout cela, euh, j'ai peur. Enfin, je veux dire que je sais ce que c'est que la peur. Et je ne suis pas intrépide. Isabelle est intrépide. Elle n'a peur de rien. Moi, je ne dis pas que j'ai peur de tout. Je suis un peu, oui, craintive. Je crois que c'est le mot qui convient. Ensuite, quand je dis que je suis le contraire, j'ai jamais voyagé seul en Algérie. Même quand j'étais adulte. Adulte, je ne vivais pas en Algérie. Mais j'y allais et je n'ai jamais voyagé. J'ai appris la langue de ma mère au berceau, à la mamelle, comme on peut dire. C'est-à-dire, ma mère était française. Et hors de la langue française, je suis mal. Je ne suis bien que dans la langue française. Et quand on me demande si j'aime voyager, je dis non, ce qui est vrai. J'aime pas voyager. J'aime pas voyager en touriste en tout cas. Je voyage quand c'est nécessaire pour mon travail. Et j'ose dire que j'aime, ou je voudrais, parce que je ne l'ai pas fait, voyager dans les pays où la langue française est principale, c'est-à-dire dans les anciennes colonies. Et oui, je peux le dire. Si j'ai peur de l'extérieur, du dehors, enfin, un certain nombre de choses, je n'ai pas peur de parler. Je n'ai pas peur de dire. Et je dis souvent dans le mauvais sens. C'est-à-dire que je ne vais pas dans le sens du public. Enfin, tous les publics ne sont pas les mêmes, ils ne se ressemblent pas tous. Mais mon intrépidité, c'est la parole. Et la pensée, bien sûr. Et l'écriture. Donc, je n'ai pas appris l'arabe. Je n'ai jamais pensé à me convertir à l'islam, qui est la religion de mon père, et qui a toujours été la religion de mon père. Je n'ai jamais pensé même à son Dieu, au Dieu de mon père. Je n'ai pas pensé à l'approcher. Je me suis informé, évidemment. Je sais lire. Je suis fille d'instituteur, je sais lire. J'ai lu beaucoup. J'ai lu tellement que j'en suis un peu écœuré. J'arrive plus à lire, vraiment. Et j'ai tout appris par les livres. Alors, moi, je défends le livre, évidemment. Mais on n'apprend pas Dieu dans les livres. On n'apprend pas non plus
une langue dans les livres. Enfin, quand je dis ça, ça veut dire que une langue, par exemple l'arabe pour moi, qui n'a pas été apprise dès la petite enfance, dès le ventre de la mère, ne sera jamais une langue. Alors, je suis très loin d'Isabelle. Je suis très loin. Je suis loin d'Isabelle, mais elle est, comme le dit Manon, un miroir, mais moi je dirais un miroir inversé. Hein, C'est ce que tu m'as dit. c'est ce que tu dis aussi. Voilà, un miroir inversé, parce que je ne peux pas dire que je me reconnaisse dans le reflet exact d'Isabelle. Non. Parce que si on regarde trait à trait, on a à chaque fois l'image contraire. Donc, tout serait faux. Pas toujours. Hein? Pas toujours. Oh. Enfin. Bon, en tout cas, je l'aime. Voilà. Je l'aime. Je l'ai toujours aimé. Je l'aimerai jusqu'à ma mort. Et j'espère qu'elle sera là. Donc, par rapport à ce que disait Manon, c'est vraiment une... je ne dirais pas le contraire. C'est peut-être un idéal pour toi que tu as recherché. Vrai, si. Voilà. Oui. Parce que c'est un personnage, pour ceux qui ne connaissent pas complètement qui est Isabelle Eberhard, il y a non seulement cet intérêt pour la région, mais il y a aussi le personnage en soi qui a été élevé hors de toute norme, avec une éducation anarchiste, hein, ce qui est rare. Elle n'est pas allée à l'école, elle a été élevée par un précepteur, qui lui a appris les langues, et puis même sa mère était comme elle, en quelque sorte aussi très libre, allant vers elle recherchait l'expérience. Elle l'a accompagnée aussi en Algérie, s'est intéressée aussi, elle cherchait peut-être à se convertir. On ne sait pas trop pourquoi non, elle est allée. On ne sait pas. Non, Oui. non, rien ne dit que la mère a cherché à se convertir. Enfin, j'ai lu ça quelque part, mais c'est peut-être pas avéré. En tout cas, elle était aristocrate. En tout cas, Elle avait une certaine, Oui. elle était libérée aussi de certaines contraintes, des normes, des carcans, etc. Aristocratique. Elle a grandi dans un milieu qui était prêt. Pour elle, et elle était être une femme. Elle ne pouvait pas comprendre ou accepter d'être contrainte par les règles. Et quand on pense à la société algérienne, être capable de s'habiller en homme, de s'appeler Si Mahmoud et tous les noms masculins qu'elle a eus pour arriver à s'introduire, à côtoyer les hommes et les lieux dans lesquels ils évoluent, je veux dire, c'est une marque réellement de témérité, comme tu disais, qui est incroyable, quoi. Elle était capable, donc elle était complètement, elle n'avait pas de retenue, et elle aimait vivre. Apparemment, elle avait aussi un caractère très, très, très joyeux. Elle aimait les gens, elle aimait se rapprocher des gens. Elle vivait des expériences vraiment fortes, hein. Que ce soit dans les bains morts, dans les cafés, dans les cabarets, les lieux réservés aux hommes, aux militaires qu'elle a connus, etc. Donc elle s'est rien empêché, elle s'est rien interdit, Isabelle Eberhard. Donc toute cette capacité un peu de faire fi de toutes les conventions, je pense que tu t'es un peu projeté dans cette figure-là, et surtout la personne qui retourne aux sources du côté paternel de ta famille, qui va vers l'islam, qui apprend l'arabe, qui va dans les hauts plateaux, et tu as parlé d'Aflou, où tu es né. Et il y a un très beau passage sur Aflou, et des très belles rencontres à Aflou, et notamment avec notre amie commune Nora Asseval. Voilà, donc, et ça, je pense que ça rejoint un petit peu toute... Dans un hammam. Et elle n'aimait pas la maison, elle n'aimait pas la vie des femmes musulmanes, les conversations des femmes musulmanes. Elle trouvait ça futile, frivole, et ça l'ennuyait beaucoup.
Alors, ça ne veut pas dire que avec les hommes, elle s'ennuyait pas, pas parfois, mais d'une certaine manière, on a l'impression que les femmes musulmanes, elle n'en a pas rencontré beaucoup, hein, Leïla n'avaient Zeynep. rien à lui apprendre. Tu as vu cette avait rencontre rien. avec Leïla Zeynep? Ah oui, oui, ça c'est spécial, Mm. parce que c'est dans le cercle du soufisme, Et hein, de la confrérie de l'Amal. Hein? L'institut, enfin la directrice d'école aussi. Oui, Eh oui, 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 mais c'était... Mais Benaben, non. Hein, elle n'était pas musulmane. Mais c'était des femmes qui vivaient et travaillaient d'une certaine... C'est toujours... C'est intéressant ce rapport aux femmes parce qu'on a envie aujourd'hui de faire d'Isabelle Eberhardt un étendard du féminisme. Oui, mais Combien de fois on m'a posé cette question et, elle n'est pas féministe. et ce que tu dis est vrai, c'est qu'elle n'aimait pas la compagnie des femmes. Et parfois même dans des termes qui sont assez désobligeants. Il y a un passage que je cite dans la postface où elle dit que vraiment leur bavardage l'ennuie profondément et que tant que les femmes ne seront pas libres de leur chaîne, ce sera pas possible pour elles de les fréquenter. Oui, c'est ça. Et donc elle n'a pas du tout pris en main une pensée politique, enfin, pour revenir à ce que vous disiez au début. Pensée sociale, oui, mais politique, pas vraiment, ni du côté du féminisme, ni d'un autre côté, je crois. Donc les femmes lui sont restées relativement inconnues, effectivement. Elle a quand même écrit sur quelques passages sur les femmes, mais sans se Oui, moi définir j'en ai comme trouvé féministe. un dans ses Ouais, c'est œuvres ça. complètes. Ah, seulement. Hein, ouais. Où on a vraiment l'impression que c'est une cause qui la concerne. Mhm. Où elle dit justement que les femmes doivent cesser d'être les joujoux des hommes. En Je fait. peux lire le passage d'ailleurs. Allez-y. Ouais, Il dit quand la femme deviendra la camarade de l'homme, quand elle cessera d'être un joujou, elle commencera une autre existence. Oui. En attendant, on les a instruites à ne respirer qu'en mesure sur un thème de valse, une esclave ou une idole, voilà ce qu'ils peuvent aimer, jamais une égale. Bon, c'est quand même... C'est encore vrai aujourd'hui. Hein. Elle était en avance sur son Ouais, temps. absolument. Ah oui. Moi, c'est intéressant parce qu'en plus, l'idole, elle les fréquentait aussi, ces idoles-là. Oui. Les prostituées. Oui, c'était les prostituées, mais non, mais les prostituées, c'était un peu particulier. Parce que, d'une certaine manière, elle les voyait comme des femmes libres. Ce qui était tout Non. sauf la vérité, d'ailleurs. Non, mais peu importe, peu importe. Mais Pour, oui, c'est vrai. pour elle les voyait comme des femmes ayant échappé à, À la domestication. à la domestication, à une certaine forme de patriarcat, et elles avaient choisi leur vie, même si c'était, enfin, si c'était une vie que personne n'aurait envie de. Je suis pas sûre qu'elles avaient choisi leur vie, malheureusement. Non, elles avaient choisi si, ce mode de vie. En tout cas, moi je pense aux Les Ouléd Naïl. Oui. Il y avait, enfin, elle aimait être avec elle. Oui, elle Parce était que je facile. pense qu'elles avaient, je ne sais pas si elles avaient un autre discours, et même si elles avaient un discours, je ne sais pas. Mais elles étaient singulières. Elles étaient singulières Marginale. et marginales. Alors, Leïla, les conditions sociales, la misère, etc., est-ce que c'est quelque chose que tu as voulu souligner à travers, donc, via la voix d'Isabelle Eberhardt, ou bien c'est quelque chose qui te tient à cœur particulièrement? Je peux lire un passage. Hein. Elle parle d'Isabelle, elle dit, il parle, cette fois-ci au masculin, des nomades, leur pauvreté, les tentes usées qui abritent à peine du soleil et du froid, les troupeaux si maigres, les femmes qui accouchent d'enfants mort-nés, les jeunes mères qui n'ont pas assez de lait pour le nourrisson. S'ils sont deux jumeaux ou jumelles, l'un des nouveau-nés mourra. Il parle de l'injustice. Au fellah et berger, elle parle d'Isabelle. Hein. Au fellah et berger faméliques, les grands propriétaires terriens, Caïd ou Bachaga, donnent à peine de quoi survivre, moins que les colons européens. Ils travaillent la terre, les terres arides, une vie entière de père et fils, de père en fils, et encore de père en fils, jusqu'à la mort précoce, la délivrance. Il parle de ce pays, de la cruauté de ce pays, si beau qu'il parcourt à cheval, lisant et écrivant, papier, plume et encrier attaché à la selle de souffle, son cheval, un pays qui n'aime pas son peuple, un pays qui le maltraite. Oui. Qu'est-ce que tu veux me faire dire? Non, là tu fais dire, c'est Isabelle que tu fais parler. Oui. Est-ce que c'est il y a des textes, je
ne sais pas si elle a écrit ça. Bon, il y a une pensée sociale aussi chez Isabelle. Oui, oui, Pimentel. oui, oui, oui. Mais est-ce que c'était dans ces termes-là Non, mais il y a des considérations Ouais. d'ordre social Il y a- dans ce qu'elle il y a écrit, tout bien ça. sûr, Ouais. bien sûr. Oui, oui. Oui, Mm. oui, oui. Et à Elle- quel point elle- c'est important dans son œuvre? Elle met en question Mm. la manière dont sont traités les fellahs, Mm. C'est clair. les ouvriers agricoles, qu'il s'agisse de grands propriétaires terriens français ou Algérie. algériens. Hein. Je veux dire, dans les Donc deux elle cas, s'élève contre elle est- l'ordre colonial, Oui, pas, oui. mais en même temps contre l'ordre interne algérien. Bien arabe. sûr, Ouais. bien sûr. Bien sûr, dans l'exploitation de Ouais. de ces hommes-là. En fait, toutes les injustices, elle est contre Oui, l'injustice. c'est ça. Allez-y, on va ouvrir la Je vais discussion. juste dire un mot à propos des prostituées, parce que dans le témoignage, dans le journal de Dorothée Chélier, elle explique que dans les Aurès, une femme qui avait divorcé préférait devenir prostituée que se remarier. Et elle menait sa vie, c'était un choix personnel, de mener sa vie en étant prostituée, en étant beaucoup plus libre, après s'être débarrassée de son mari. Et c'est très intéressant. Hein, Mais qui le dit? c'est Dorothée Chélier qui a passé 5 ans dans les Aurès, de 1895 à 1899. Oui, À peu près la même période. Donc. Ouais. Comment À Oui, peu c'est près ça. la même période. Oui, c'est Isabelle. ça. C'est ça. Mais la prostitution, elle était encadrée par l'État. Hein, en Algérie. Il n'y avait pas d'État là, hein, c'était dans le bled. Ah, ça c'était parce que. le- Parce que Isabelle, c'est différent. C'est une prostitution très souvent qui est organisée par la Légion, etc. Je pense que non. Elle non, parle, c'est des, pas- elle parle des lieux de prostitution. Moi, je Non, pense je sais que pas. c'est plutôt des lieux coloniaux, mais C'est ça, ouais. Là, dans le cas de Dorothée Chélier, c'est des autonomes, c'est D'accord. des indépendants, des travailleurs indépendants. mais je pense que ça dit surtout beaucoup de l'asservissement des femmes au sein du mariage. Absolument. Parce Oui, que oui, tout à préférer fait. la prostitution Tout à fait. au mariage, c'est... Oui, Absolument. mais si on C'est relit le absolument- bouquin, on s'aperçoit que la majorité la proportion de syphilis était absolument extraordinaire. Donc il y a... Oui, oui, absolument. Donc c'est un moindre mal par rapport à. Ça explique pourquoi Isabelle préférait effectivement la compagnie des prostituées à celle des femmes du harem ou du hammam ou des femmes de la maison, quoi, qu'elle fuyait. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, questions? Profitez, vous avez Leïla ici. Allez-y. Alors, je suis un petit peu intriguée par... Vous présentez, madame? Là, ça, c'est Daniel Gall. Monsieur, on va se présenter peut-être si vous donnez. Allez-y. Oui, alors, Shiraz Denia. Donc, je voulais juste savoir si vous arriviez à comprendre comment est-ce qu'elle arrivait à concilier sa vie de femme et sa vie de femme, justement, à l'extérieur, c'est-à-dire Travestissant. Oui, ouais, c'est ça, en tant qu'homme. Voilà. Mm. Comment est-ce qu'elle arrivait vraiment à concilier ces deux vies qu'elle avait? Je crois qu'elle n'avait pas à les concilier. Moi aussi, je crois. Non. que Non, non. Elle a fait ce choix-là très jeune. Très jeune, quand elle était À Genève. à Genève. Elle se promenait dans la ville de Genève, habillée en garçon, en matelot, avec les habits de son frère Augustin. C'était un mode d'être, de vie, et d'être au monde. Et je Et pense son que... mari acceptait cette double vie? Ah, mais son mari, elle l'a connu Comme ça. assez tardivement. aussi. Hein, Slimane. Mm. Oui. Et Slimane, oui, Slimane, 4 ans avant sa mort. oui, c'est vrai, c'est vrai. Slimane l'a aimé, vraiment. Et elle a aussi aimé Slimane, vraiment. Et il lui pardonnait tout. Il lui pardonnait tout, c'est vrai. Hein. Il lui pardonnait tout, il l'admirait. Et quand il a dû passer un examen pour être Roja, c'est-à-dire interprète, elle a fait l'institutrice avec lui. Elle l'a Mais- aidé à Oui, réussir. oui, oui. Et il en a été reconnaissant aussi. Il était spahi. Il était d'une famille de spahis qui avait acquis la nationalité française. Et Isabelle, quand elle était en Algérie, n'était pas française. Elle était sujet russe.
elle appartenait à une famille aristocratique russe en exil dans la région de Genève. Et c'est pour cette raison, comme elle était très atypique, qu'elle était surveillée par les bureaux arabes. Et pas seulement. Hein, elle était surveillée de tous côtés. Et ça l'a... Et pour revenir à la nationalité, elle a donc utilisé ce mariage pour pouvoir revenir, pour acquérir la nationalité française et revenir en Algérie. C'est important. Oui, oui, oui. Non, mais ça, je crois que ça lui a rendu service. Hein, bien sûr. d'avoir... Il lui a rendu service. Bien sûr, bien sûr. Et elle dit toujours, elle aime beaucoup les cimetières musulmans. Moi aussi. J'aime beaucoup les cimetières musulmans. J'en vois pas beaucoup, mais il y a seulement quelques pauvres carrés musulmans dans les cimetières en France. Et elle dit toujours qu'elle voudrait être enterrée dans le désert, dans un cimetière musulman naturellement, avec Slimane, toujours. Et pour elle, c'est une preuve d'amour, hein, bien sûr. Je ne crois pas qu'elle l'ait dit à Slimane. On ne sait pas. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il est enterré à côté d'elle? Non, je sais pas. Non, non. Il est je pas, crois non. pas. Donc elle est enterrée à Ain Sefra. Oui. Sa tombe est très entretenue. Il y a toute une Non, je sais association pas, qui s'occupe peut-être de sa aussi. mémoire. Je sais. Peut-être, oui. En tout Non, cas, je voilà. crois pas. Où est intéressé Hmm. Je peux réagir Oui. à ce que vous avez dit? Parce que je trouve votre question intéressante, parce qu'en fait, j'ai relu il n'y a pas très longtemps une biographie, et il semblerait que Isabelle n'ait jamais fait le choix de s'habiller en homme. Il semblerait simplement qu'elle a grandi dans une fratrie, parce qu'ils étaient seulement 4 en Suisse, elle a d'autres sœurs qui sont restées en Russie, et frères également, et qu'elle était simplement élevée comme ses frères. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas de robe, elle n'avait pas de garde-robe, elle avait simplement les tenues qui étaient ceux des autres, enfin des frères, et que pour elle c'était l'état naturel de sa condition. Et que, à mon avis, c'est ce que je pense, mais je pense que ça aurait été se déguiser que de porter un habit féminin. Et je pense que le terme déguisé en homme finalement est peut-être pas le bon. Et pourquoi Parce sa mère que- ne lui a pas acheté d'habits Je crois que féminin. sa mère était dans un état de dépression profonde pendant beaucoup de temps. Le fait qu'elle ait été illégitime, enfant illégitime, ça a pas Alors, joué elle a perdu des enfants, 2 enfants quand même. Enfin, un de ses premiers fils a fugué, sa grande fille a fugué. Augustin était complètement alcoolique et drogué. Il a fugué, il est revenu, il a fugué, il est revenu. Enfin, la fratrie était complètement. Mais Isabelle, c'était la seule qui éclatée. était illégitime, bâtarde. Bah, c'était la seule Soi-disant, bâtarde ouais. du couple, C'est- en tout ouais, cas. ouais. Oui. Enfin, Enfin, parmi les enfants. du je veux dire, couple de- du ça. tuteur, Du parce couple, qu'on ne l'a ouais. pas dit non plus, mais c'est que c'est effectivement une fille illégitime et non reconnue par son père. Et lui était un libertaire complètement enfin, imprégné de la culture anarchiste. Oui, c'est ça. Et il a élevé Isabelle absolument comme les autres garçons, donc, puisque Natalia, la grande, a fugué aussi et était, elle, plus imprégnée par la Russie, puisqu'elle avait en fait vécu d'abord en Russie. Donc je crois qu'en fait, elle était ça. Je pense qu'elle n'était jamais l'inverse, en fait. C'est ce qui explique son esprit atypique. En Tout fait. à fait. Je crois que l'éducation est vraiment... Et ce qui lui a servi en Algérie, parce qu'être habillé en homme en Algérie, je crois que vous rêveriez, mesdames, de vous habiller en homme et d'évoluer on n'a dans pas la la rue même comme liberté, ça. c'est sûr. Ça serait magnifique pour vous. Hein. Entrer dans les cafés, aller discuter avec les hommes, dans les trucs. Non, mais il ne faut pas oublier qu'elle est convertie à l'islam. Aussi. Si elle avait été simplement Romia, déguisée en homme, chrétienne. enfin chrétienne En ou pas, européenne, quoi. et Ouais. oui, je pense que ça ne se serait pas aussi bien Oui, passé parce qu'en plus, elle fait du la côté de la prière. Elle communauté fait la prière. musulmane. Dès qu'elle a la prière, elle va prier Oui. avec tout le monde. Mais Elle ce va qui Elle prier est avec les intégrée dans la hommes. société. Elle va prier avec les hommes. Avec les hommes, oui, bien sûr, de toute façon. Elle n'a jamais été Elle n'a pas découverte. Mais tout le monde savait que c'était une Tout femme. le monde savait que c'était Tout le une monde savait que femme. C'est ça qui est Bien sûr. extraordinaire. Ça, c'est très Il le savait, mais il disait rien. Non, mais il disait C'est rien. magnifique. Non, il y a d'une part les lois de l'hospitalité, pour, en Algérie coloniale en tout cas, un étranger ou une étrangère fait ce qu'il veut. Il n'est pas des nôtres. Donc, bon, il vit comme à sa fantaisie, et c'est son affaire, c'est tout.
Et donc Isabelle aurait pu tout à fait vivre comme elle a vécu, sans choquer personne. Mais elle était reçue comme, j'allais dire, un frère. C'est Oui, ça. d'ailleurs, dans une confrérie. Voilà, Elle fait c'est partie ça. d'une confrérie, donc, Comment on elle a appelle, été intégrée à comment on appelle la ça Qadiriyya. Zawi. Non, non, le frère, justement, dans une confrérie. Il y a un nom, il y a un mot. C'est pas celui-là que je connais. Bon, enfin, Un condisciple. un frère, c'est-à-dire quelqu'un, un Juan, voilà, c'est ça. Juan, Ikhwan Oui, qui vient c'est de Juan. Ikhwan, frère en arabe. c'est ça, c'est ça. C'est plutôt frère. Hein. Frère qui veut dire pauvre, en fait. C'est plutôt le frère à l'époque, on disait. Non, on disait Juan. En tout cas, elle, Dans les textes elle l'écrit, hein. C'est ce qu'elle Isabelle, utilise, elle, dans ses textes. Dans ces textes, c'est Pour parler ce, d'elle-même, elle c'est dit ce ça. terme-là qu'elle utilise. Oui, 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 oui. Bon, je vais leur demander de corriger. Je viens d'une confrérie il y a quelques jours. Donc. Oui. Vous savez, les confréries Mais on ne parle sont pas on semblables. parle du XXe siècle, début, fin XXe, Oui, fin 19e. Fin 19e. Fin 19e. Pour elle aussi. Ouais. oui, 900, Oui. 900. mais oui, Fin 19e chez la Qadiriyya, donc 1902. oui, c'est tu ça. sais, par Ahmadiyya Qadiriyya. Et donc le fait qu'elle soit musulmane, on le savait, bien sûr. Et elle avait beau se déguiser, on savait qu'elle était une femme. Dire quand elle parlait, elle n'avait pas des gants. Hein. Elle avait de jolies mains blanches que tout le monde remarquait. Elle a poussé D'abord, jusqu'où sa connaissance de l'islam, de sa pratique de la confrérie, enfin de sa pratique soufie. Assez loin, je crois. Ah, c'est oui, oui. Elle en oui. parle dans ses textes. Oui, Ah, oui. moi, j'y connais rien. Elle donc était reçue comme mais c'est... vraiment un membre, quoi. Elle a été Un affiliée. membre de mais la confrérie. faudrait relire Mais ça. elle n'a pas vécu dans les confréries non plus. Hein. Un Attention, peu, Knetsa, etc. elle très allait. peu, Une très semaine. peu. Apparemment. Elle a vécu Quelques à semaines à Kenazza Kenazza. et elle a vécu un petit peu chez Lala Zeynep. Très peu. Puis elle a Au toute bout fin de d'un sa certain moment, Oui, elle prenait la tangente. Bien sûr. elle Ah, prenait la fuite. Ah, ouais. Puis elle Oui. est- si Vous elle ne y pouvez pas est- rester supportait pas, enfermé. elle restait pas en place, elle tenait pas La en cellule, place. c'était pas possible. Quand elle a été emportée dans cette fameuse crue à Ain Safra, Oui. elle avait quel âge? 27 ans. 27. 27. 27 ans. On ne 27 peut ans. pas dire que c'est un René Guénon en jupon ou une Eva de Vitré-Mirovic. 27 ans, elle était très jeune. Elle était Elle très n'a pas eu jeune. le temps absolument, d'approfondir, Oui, tu as raison. On peut Oui. imaginer ce qu'elle aurait écrit. Ce qu'elle aurait été, je Ibn pense. Arabi, quoi. Ah, Bien sûr. Absolument. Bien sûr. Imagine. Elle a... Bien sûr. 27 ans. C'est admirable. Mais même 27 ans, tout ce qu'elle a écrit, C'est incroyable. si ça. vous mettez Bout à comme bout, ça, bout à bout à bout, tout ce Ah qu'elle bah, a il y a écrit, deux tomes. c'est incroyable. 2000 pages. Il y a ouais, les œuvres Au complètes. moins, Ouais. au moins. Oui, oui. Et tout Ah ça, oui. ça avait été perdu dans la fameuse crue où il y avait une partie Non, qui pas avait été tout. cherchée. Non, non. Je crois Non, hein. qu'ils ont Ah oui. retrouvé. À Barucan, elle donnait déjà. Oui. À Barucan, elle avait Oui, déjà. Elle l'a oui. beaucoup publié en fait de son vivant Oui. dans des revues. Oui. Et puis le reste a été effectivement retrouvé Grâce à Lyotet, grâce à Lyotet qui a envoyé son lieutenant, ses lieutenants, chercher les pendant des les semaines, manuscrits. des semaines et des semaines de recherche. Et donc la relation avec Barucan, avec le journal Akhbar, elle était journaliste, hein, enfin, elle faisait, ça traduit également un intérêt pour, parce que lui, il était un libéral, hein, comme on dit. Oui, c'était un journal Ouais. bilingue, Bilingue en plus, c'était rare à l'époque. hein, bien c'était- sûr. Bien sûr. Donc elle était aussi dans cette démarche, Oui, oui. ce qui confirme un peu qu'elle avait aussi une volonté, enfin un but politique aussi hein, dans sa vie en quelque sorte, de rapprochement Oui, entre les Oui. communautés. Ça c'est vrai, ouais. Et elle l'a, je veux dire, pratiqué à travers ce rapprochement, le rapprochement avec Luce Benaben pour les écoles. mais elle n'a jamais écrit en arabe. Elle n'a jamais écrit en arabe. Sauf ses lettres. Oui, quelques lettres et puis quelquefois en marge de ses manuscrits. Les Russes, en russe. Notes en russe et en arabe, mais elle n'a pas écrit en arabe. Mais principalement en français, elle écrit. Oui, oui, oui. oui. Principalement. Elle n'écrivait pas en russe non plus. Alors que c'était la langue maternelle, hein, le russe. Bien sûr. Oui. Mais heureusement qu'elle a écrit en français, ce qui vous a permis vous-même de vous y retrouver, parce que votre langue, votre espace, c'est la langue française. Oui, mais ça aurait été traduit. Mais Ouais. c'est un point commun quand même. C'est C'est un vrai. point. Ouais, C'est tu par l'aurais rapport aimé. à ce que tu disais tout à l'heure sur Oui. le La français. francophone. Oui. Quand même. Cette francophonie te rapproche d'elle, quelque part.
lire une traduction, ce n'est pas tout Oui. à fait... Oui, j'ai pas pensé ça. J'ai pas pensé. bah, Merci, c'est- monsieur. c'est intéressant. Mais vous qui avez été accompagné tout au long de votre œuvre, de votre travail par Isabelle Guérard, est-ce que par moment vous avez eu envie d'aller en savoir plus à travers la lecture de certaines biographies? Je pense à Edmond de Charleroux, par Et exemple. bien sûr que j'ai lu la biographie d'Edmond Charleroux, bien sûr. Qu'est-ce On que peut pas, vous en- qu'est-ce que vous en pensez on peut pas travailler sur Isabelle Bérard et s'intéresser à elle, en tout cas. Hein. On peut ne pas lire des biographies, mais on ne peut pas s'intéresser à Isabelle Bérard sans lire la biographie d'Edmond Charleroux. Il y en a d'autres, hein, de très bonnes. Hein. Et alors, qu'est-ce que, justement, moi je voulais savoir ce que Qu'est-ce vous que j'en en pensiez. pense Oui. Je sais pas, je ne peux pas dire que j'en pense du mal. Vous avez l'impression qu'il Non, non, faut en pas du penser du mal. Non, non, Non. je vous écoute. Je voulais me confirmer dans certaines Et vous impressions personnelles. Et vous alors? Parce que j'ai lu ça il y a tellement longtemps, je trouvais ça très bien et je voulais en savoir si j'étais dans l'erreur ou pas, mais je pense pas. Alors. Non, mais il faudrait refaire le travail d'Edmond Charleroux pour savoir si elle s'est trompée, si elle a dit par exemple qu'il y avait des palmiers, je sais pas où, puis il n'y en avait pas. Hein? En tout cas, moi je vais confirmer tout ça à la lecture de votre livre. Non, non, parce Pas qu'il tellement. n'y aura pas de confirmation de cette sorte. Il y a une très belle biographie non, là, là- qui est sortie après celle d'Edmond, je crois. Non, Il y en a Stephen, une récente, ouais. Qui Mais est c'est Destin celle-ci. d'Islam, qui est remarquable. Ah oui. Tiffany Tavernier. Tiffany Tavernier, c'est ça. Je vous conseille si tu ne Ah fasses. oui. Remarquable. Et qui parle essentiellement d'Isabelle Et Bérard. C'est une biographie. C'est une d'Isabelle biographie Bérard. d'Isabelle Bérard. Ouais. Et elle Ouais. est très belle. Ouais. Parce que moi, Très bien. personnellement, j'ai eu l'info de cette soirée. Et du coup, j'avais lu il y a très longtemps, peut-être 20 ans ou 25 ans, je ne sais plus, cette biographie d'Edmond Charleroux, qui m'avait passionnée parce que le personnage était fascinant. Après, je suis d'origine algérienne, donc je pense que tout ça. Et puis, j'ai oublié Isabelle Bérard pendant Jusqu'à quelques ce soir. années. Ouais. Pas tout à fait jusqu'à ce soir, mais c'est vrai que quand j'ai eu l'info par une de mes sœurs qui m'a envoyé ça, et comme je suis à Paris pas pour longtemps, j'ai dit bon bah je vais pas louper, puis j'ai invité ma cousine à découvrir Isabelle Bérard, qu'elle ne connaissait pas. Mais il faut que Formidable. vous lisiez Mais c'est vrai, Voilà, Je vais Babel. lire cette biographie C'est et je bien. lirai Ouais. aussi le livre Tiffany Tavernier. Tiffany Tiffany Tavernier. Tavernier. Tiffany Tavernier, comme ça. Tavernier. Ouais. Et c'était Destin d'Islam. 2010, 12, je sais Ouais. pas. Enfin, ça date pas de l'année dernière, quoi. Ça a déjà quelques Ouais, années. ouais, ouais. Mais c'est mais elle est disponible, hein, Tout à fait. on trouve Ouais, ouais. le livre. c'est un poche. Oui. Elle est un peu plus moderne que celle d'Edmond c'est ça, Charleroux. ouais. Et chez Edmond Charleroux, il y avait aussi une grande part, j'avais trouvé moi, de fantasme un peu dans cette de fictionnalisation. On est obligé en même temps quand on fait des biographies, mais Oui, mais ça ne veut pas dire que ce soit faux. c'est pas ce que j'ai dit. Oui, quand on dit fantasmer, fictionner, pour une biographie, c'est pas... C'est toi l'écrivaine, c'est pas moi. Mais c'est vrai. Non, pas du tout. Ben, c'est vrai. Oui, mais de toute façon, une vie si fulgurante, avec des traces qui sont de la fiction. Chez Isabelle Eberhardt, on a beaucoup de fiction, on a des lettres, on peut toujours faire ce qu'on veut, il y aura toujours une part de fiction. C'est... Je pense. Enfin, c'est un point de vue. Louisa. Non, mais on a les moyens Dis-nous. de vérifier aussi. Donc, Moi, je vais vous poser une question. Pourquoi vous êtes fasciné par les cimetières musulmans? parce qu'ils sont simples. Parce que les pierres tombales sont en belles pierres, en général. Et on a envie d'y rester. On a envie d'y rester. Vous êtes attiré par l'énergie de l'endroit, en quelque sorte. Il y a quelque chose qui vous apaise dans ces Il n'y a endroits. pas d'énergie, enfin moi je ne cherche pas l'énergie dans les cimetières. Je cherche, comme vous le dites, plutôt quelque chose d'apaisant. Et les cimetières musulmans, je trouve, enfin ce que j'ai vu, hein, le plus beau que j'ai vu c'est à Mahliya, en Tunisie. Très beau cimetière. La Marin. Les Marins. Oui, cimetière marin. Oui, en Très plus, beau, ça très beau. donne une vue sur la mer. Oui, 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 oui. Oui. Et là, vraiment, vous avez envie de rester là, et puis mourir d'une crise cardiaque. Être enterré tout de suite.
deuxième question par rapport à la langue arabe. Est-ce que c'est l'inaccessible dans cette langue? Qu'est-ce qui fait que vous en avez même écrit un livre? Je ne parle pas la langue de mon père. Oui. Alors, comment vous la voyez de votre position de l'extérieur en tant qu'écrivain en langue française? Qu'est-ce qui vous fascine dans cette langue? Ce qui me fascine, c'est que je ne la sache pas. Et je pense que si je la savais, elle ne me fascinerait plus. J'ai jamais voulu l'apprendre. Pourquoi? Justement. C'est ce que je vous dis. Parce que je veux encore, quand j'entends l'arabe, ne pas le comprendre. Je ne veux pas comprendre cette langue. Je veux l'entendre. L'entendre, je le dis dans un des textes, comme un chant, secret, mystérieux, sacré. Et si je la comprenais, elle deviendrait si banale. Une langue de communication, c'est banal. Je pense que si tu écoutais les poésies de Louisa... Non, mais moi je parle de banalité, je ne parle pas de poésie. Non, mais tu as parlé de... Tu as entendu on le chant. Tu as dit le chant de l'arabe. Oui, mais non, mais... Voilà. Non, Dans la poésie, il y a un chant. Mais oui, il y a une différence dans ce que je dis entre langue de communication et langue mélodie, comme une musique. C'est ça. Je veux l'entendre comme une musique. Et je ne veux pas la comprendre. On ne me demande pas de l'apprendre. Ouais. Ce que je te dis... Ça remonte à l'enfance, tout ça. Je ne sais pas à quoi. Je pense qu'il y a une forme de résistance, Oui. en quelque sorte. Il y a une forme de résistance. Vous Moi, savez j'appelle de pas. loin qu'elle est belle. Moi, je ne parlerai pas de résistance. Non? Pourquoi résistance? Non. Elle m'a parle pas donné de une résistance. clé ce soir. Une clé, c'est que une langue, c'est la langue maternelle. On ne la parle que quand on l'a héritée enfin apprise très, très jeune, au berceau. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, j'ai appris l'arabe à 10 ans, dans la rue. Puis après, je l'ai appris au lycée, à l'école, mais on ne parlait pas à la maison. Et je suis content de l'avoir appris à 10 ans et d'avoir développé ça. Il y a plein de gens qui ont appris des langues plus tard. Donc je pense qu'il y a effectivement une forme de résistance, mais je pense que Leïla, on en a eu cette discussion un petit peu, un petit accrochage là-dessus la dernière fois. Ça fait partie de toutes, disons, les choix qui ont été faits par son père. D'abord de donner des noms chrétiens à toute la fratrie, mise à part elle. Ils ont, attention, de ne pas les initier à l'islam, je te termine, de Non, ne pas leur parler en arabe. mais non, je te laisse pas. Il vous a pas parlé en continuer. arabe, ton père? Non. Il a fait un choix. Il a fait, C'est d'ailleurs assimilation, c'est utilisé dans le terme. non, jamais dit assimilation. Non, non, pas toi, mais je l'ai lu dans une... Jamais dit, quelque part. jamais dit ça. Mm. C'est trop... Bon, Vous serez ravi que Alors. vos livres soient traduits vers l'arabe? bien sûr, bien sûr, bien sûr. On entend votre voix. Ils ne le sont pas. Personne ne veut traduire. Ah bon? Mais non. C'est vrai. Eh ben, c'est vrai. Personne ne traduit déjà. Mais ce qui est En extraordinaire Algérie, chez attends, Leïla, en Algérie, Hmm. dites-moi quelles sont les maisons de traduction de langue étrangère, peu importe, que ce soit le français ou autre, à l'arabe, dites-moi. Ou au berbère. Dites-moi. Il n'y a rien. Il n'y en a pas. Il y en avait beaucoup au Liban. Et le Liban est dans une telle situation que ce n'est pas la priorité, évidemment, en ce moment. Donc, je reviens. Ce que je voulais dire, c'est que mes parents ont donné à leurs enfants, 4, un prénom français et un prénom arabe. oui, mais tu sais très bien que c'est le premier qu'on utilise. Et un prénom deuxième. arabe, il existe, Oui, il est bien sur sûr. le papier. Même toi, tu as un prénom chrétien en deuxième. Alors, Mais oui, Bon. mais c'est pas ça. Vous les appelez comment? Tous par leur prénom chrétien au final. Mais c'est pas ça. Il t'a parlé en français. Il ne t'a pas initié à l'islam. Il n'a pas voulu que tu sois, fait en sorte que tu deviennes
musulmane, etc., etc. Il est venu en France, etc. En Algérie, Oui, c'est rare parce qu'en général, quand les couples mixtes, ils donnaient des prénoms plutôt musulmans et puis ils faisaient en sorte que les enfants, je veux dire, deviennent plutôt des Algériens, enfin, acquièrent un peu les... Très, très rare. Mes parents Pas plus connaissaient des couples, évidemment, c'était toujours des instituteurs mixtes. C'était très rare. Qu'est-ce qui était Je ne parle pas des années Les 20 et couples 30. mixtes. Je ne parle pas des années 20 et Très. 30, je parle de plus tard. Même plus tard, c'était rare. Non, mais des mix, il y en a Même plus beaucoup. tard. en Non, non, Algérie. non, 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 non. Non. J'allais dire, à cette époque-là, pour un instituteur qui avait fait le choix, il aurait pu aller dans une médersa, il a fait le choix d'aller dans l'école républicaine, son père. Oui. C'était un choix déjà qui Bouzaréa, indiqué. Bouzaréa. Il a fait la Bouzaréa, l'école normale, donc aller dans l'école française, pas la médersa, pas l'école coranique. Si, l'école coranique. Non, il a enseigné dans l'école française, pas l'école coranique. Il a fait mais l'école là. attends, il a... Oh. Mais Leïla, Mais Farid, c'est mieux que moi. de toute la citadinité, les réseaux citadins de l'Ouest, il en fait partie. D'ailleurs, tu as de la famille aussi à Tlemcen, etc. Je dis ça parce que j'ai des amis de Tlemcen qui sont là ce soir. Ouais. Oui, mais on se soigne. Pardon, excusez-moi. J'aurais juste terminé, et je la rapproche de celle de Jean Amrouche et de l'histoire de sa mère, et qui aussi toute une famille qui a donné, et c'est encore à peu près à la même époque, qui a donné des noms, des prénoms français à toute la fratrie. Ah, eux, ils étaient chrétianisés, c'est différent. Oui, C'est normal, oui, christianisés. Pas Ouais. votre cas, Oui, peut-être. bien sûr. Non, non, c'est pas mon cas. Hein. Non, non. Oui, mais Je ne c'est suis ni intéressant islamisé, ni Oui, c'est un christianisé. laïc. C'est-à-dire, il était de la République. Oui, Donc, ils ont fait le choix. Mais dans ma famille, j'ai des gens comme ça. Moi, mon beau-père, il avait fait le même choix avec ses enfants de faire le. Voilà, de les. De faire en sorte qu'ils s'assimilent ou qu'ils s'intègrent à la société française, qu'ils soient. Voilà, qu'ils aient les codes de la France, mais en rejetant en quelque sorte toute la culture d'origine. C'est là où il y a un peu disons une attitude qui n'était pas très courante. Quoi. En général, ils essayaient d'avoir les deux. Ah, moi, jamais, excusez-moi, j'ai connu tous les couples mixtes que mes parents ont connus. Jamais il n'y a eu cette démarche dont tu parles. Ben, que les enfants, si le père était kabyle, qu'ils apprennent le kabyle, s'il était arabe, qu'ils apprennent l'arabe, etc., etc. Faux. Oui, je suis d'accord avec toi à cette époque-là. Faux. Dans les années, moi, quand j'ai grandi, moi j'ai un nom m'appelle Farid. Autour de moi, tous les mix, ils avaient des prénoms arabes. C'était très rarissime. On les connaît, il y en a 1 sur 100 qui ont donné des noms chrétiens à leurs enfants, après les années 60. Jean Amrouche et Taous Amrouche, ils parlaient de kabyle, sauf erreur de ma part. Jean Vous avez Amrouche raison. et Taous Amrouche, ça parlait kabyle. Et le français aussi. Bien sûr. Bien sûr. Et Louisa, là, on n'est pas dans un couple mixte. Là, on est chez des Oui. Kabyles qui revendiquaient leur culture, kabyle, Oui. au plus haut point, Oui. mais qui étaient chrétiens. Tu vois, Oui. c'est ça la seule différence. Donc, La c'est pas... mixité, c'était d'être chrétien. Et Oui, Et si oui. tu veux, là, Mais oui. Moi, je pense que tous Mais les oui. cas de figure existaient. Est-ce que je peux raconter un exemple de ma famille? J'avais une belle-sœur qui s'appelait Yvette. En 59, son mari, mon frère, décède à l'âge de 52 ans. Elle se retrouve pendant la guerre d'Algérie. Elle se retrouve à Casablanca avec 3 gosses. Et ben, elle est partie à Montpellier. Elle était directrice d'école. Et la fameuse Yvette, dans notre famille, c'était un mystère. Parce que moi j'étais enfant, on ne l'a jamais connue. Puis un jour je l'ai cherchée. Et en 75, je les ai retrouvés. Je prends l'avion et je vais à Montpellier pour les voir et découvrir cette fameuse Yvette. Alors écoutez, Zobir, son fils, mon neveu, vient me chercher. Lui, il était du Sud, hein, vraiment. Et il pensait que l'oncle qui arrivait, moi, je devais avoir un turban et je ne parlais pas français. Mais moi aussi, j'ai été très surpris. Parce que quand je suis arrivé chez Yvette, il y avait 5000 Maghribi, elle faisait une shorba et elle parlait couramment l'arabe. Donc tous les cas de figure sont possibles. J'étais très surpris. Et quand elle est décédée, eh bien, elle a demandé à être enterrée en Oran. Comment trouvez-vous le bouillon? On n'a rien compris. Et 5 ans après, il y a un imbécile de la mairie d'Oran qui a écrit à son fils, l'aîné, qui était dans l'armée des frontières, qui n'avait pas raison. Il dit, oh, mais tu nous as pas dit que ta mère était chrétienne. Il dit alors, elle a décidé.
Elle restera là où elle est, c'est tout. Ouais. Les itinéraires sont tellement complexes, différents. C'est romancé tout ça. Mais Yvette était merveilleuse. Elle était d'où? De Montpellier? Ah, non, c'était une pied noire de Mostaganem. Ah oui. Oui. C'était pas une Française de Et France. sa mère était C'était pas une vraie alsacienne, ça Française. je le sais. C'est pas une vraie Française. Elle est provocatrice. Mais sa mère était alsacienne. Et c'est vrai qu'en étant alsacienne, elle n'était pas une vraie Française. En plus. C'est vrai. Ce n'est pas un paradoxe. Attends, Zino, après. Vas-y, Zino. Non, mais si c'est dans la continuité, Ouais. moi, c'est un autre sujet. Hein. Non, c'est un autre sujet aussi. Vous n'aimez pas voyager, en tous les cas, dans les pays qui ne parlent pas le français. C'est plutôt une fermeture qu'une ouverture vers les autres. Voilà, c'est vrai. Et alors? J'assume. Et alors Le paradoxe est là. Elle C'est pas voyage parce à que- travers c'est Isabelle. pas parce que vous balbutiez la langue étrangère que vous êtes vers l'autre. C'est pas vrai tout ça. Merci, vous m'avez donné une Ah belle ouais. idée. Juste avant, parce que je rebondis sur ce que tu dis. Donc, Leïla, donc, elle a été coupée en quelque sorte de ses racines paternelles. Ça elle le reconnaît dans ses livres. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que. Séparé, pas coupé. Voilà, J'aime pas le séparé, mot éloigné. coupé. Éloigné, Non, parce que séparé. couper, Tu as raison, couper, tu as ça raison. veut dire C'est définitif. c'est un geste. Non, non, non. Ouais. Mais c'est un geste Absolument. comme ça, volontaire Putain. et Voilà. violent et cruel. Absolument. Séparé, C'est pas ça. éloigné. Voilà, on va trouver des. Séparé. des trucs comme ça. Oui. Séparé, ok. Oui. Mais ce qu'elle fait dans toute son œuvre, c'est de se rapprocher, de les retrouver, de les faire revivre, et notamment avec Isabelle et Béra. Oui, Isabelle, voilà. Donc c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle, toute son œuvre, toute sa vie, son père ne lui a pas appris l'arabe, mais elle a recherché à rester en lien avec cette culture, et elle nous a donné, grâce à ça, elle le dit elle-même, c'est parce que j'ai pas parlé l'arabe que j'ai pu écrire et faire toutes ces belles choses. Voilà. Moi, je ne dis pas que je suis d'une double culture. Ce serait une usurpation. Non, 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 je n'appartiens pas à deux cultures. Non, une seule. oui, Ouais, ouais, absolument. oui. Il n'empêche que du côté de l'émotion, l'arabe de mon père est là. Absolument. Et alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être en face de nous qui sommes de double culture? Eh ben, je vous remercie. Daniel. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Est-ce qu'Isabelle Eberhard, qui n'était pas enthousiaste du patriarcat, d'après ce que j'ai compris, se convertisse à l'islam? Elle a choisi le soufi. Ouais. Elle a choisi le soufisme. Et le soufisme, c'est une branche très particulière de l'islam. Hein. Et je pense que c'est pas par hasard hein, qu'elle s'est tournée vers le soufisme. Slimane, son mari, appartenait aussi à une confrérie soufie. Et des branches mystiques un peu. Oui, Ça, oui. Oui, c'est pas étonnant, quoi. Mais du coup, j'ai une question un peu personnelle, alors vous n'êtes pas obligé d'y répondre, mais ça Non, ne m'interpelle vous inquiétez quand même. pas. Du coup, comme vous n'avez qu'une culture unique, et vous avez, entre guillemets, peut-être un peu de la chance, parce que nous, la double culture, elle n'est pas facile à vivre, et pour nous, et pour nos enfants, etc. Donc, est-ce que vous avez quand même, par rapport à l'Algérie, et le fait que votre père était algérien, est-ce que vous vous sentez des liens avec ce pays ou pas du tout, ce qui ne me rendrait pas plus? Excusez-moi, depuis le début de la rencontre, Que j'ai goûté, parce que je suis arrivée en retard. ah peut-être, Farid insiste sur le fait que, n'étant pas, ne me revendiquant pas d'une double culture, je suis sensible, et elle est là, elle est présente, même si elle est souterraine, elle est présente tout le temps. Mais c'est pas... c'est compliqué. Mais vous l'avez rencontrée, si j'ose dire, depuis votre jeunesse, Qui Isabelle Eberhard. Ah non. Non, enfin, quand j'étais enfant et adolescente,
Isabelle et Bérard n'existaient pas. Je D'accord. ne sais pas où Non, je mais l'aurais dans- trouvé. Non, dans la littérature, vous l'avez Quelle rencontré. littérature? Il n'y Oui, à quel âge avait tu l'as pas. Il n'y avait pas. Ah Isabelle bah, et Bérard. Les livres d'Isabelle et Bérard n'étaient pas dans les bibliothèques en Algérie. Point. Non, Eh ben non. pas en Algérie. Eh non. Non, non, non. Bah alors dites-nous comment Quand, vous quand l'avez tu l'as, oui, rencontré. exactement. Alors voici. Ça nous intéresse. J'ai rencontré en France. Et en France, ça c'était. Enfin, ça a toujours été un comportement bizarre. J'ai toujours hanté les brocantes, les puces, les bouquinistes. Et quand je hantais ces lieux-là, c'était pour l'Algérie. C'était pour des cartes postales coloniales, des livres sur l'Algérie, On des... est sur, on est enfin sur bon, le même trip. donc, et on me l'a reproché. Ah, Son bien père, sûr. son père notamment. Enfin, non, mon père ne m'a pas reproché. Il ne me reprochait rien. Mais il n'aimait pas... Enfin, j'avais une collection de cartes postales coloniales. Pas des femmes nues, etc. Parce que je sais qu'il y en avait beaucoup. Hein. Comment il s'appelle Melek Aloula a écrit un livre sur les cartes Le postales harem coloniales, colonial. le harem colonial, mais il a choisi précisément et exprès des femmes nues. Oui, Hein, c'est ça. Son harem, il m'en c'est a des parlé femmes. lui-même. Blair. Oui, oui. Ces femmes, c'est des femmes nues. Moi, je n'ai pas choisi, enfin, je ne choisissais pas et je ne cherchais pas, peut-être parce que je ne suis pas un homme, je ne sais pas si on peut dire ça. On a le droit de le dire. Donc, des cartes postales coloniales de l'Algérie, de Les villages, Salétiques. bon, Sur et Ténès. de femmes, parce qu'il y en a beaucoup. Hein, Oui, les les costumes, femmes. tout ça. Mais oui, c'est ça. Il y en a beaucoup. Et de toutes les régions. Algérie, Maroc, Tunisie. Et j'en avais beaucoup. Et quand je voyais mon père, une fois je lui ai dit, est-ce que tu veux voir des cartes postales d'Algérie? Alors il a tiqué un peu, il a dit quelle sorte de cartes? Parce qu'il savait bien. Oui, le risque. Oui. Et je lui ai dit, oh, c'est des cartes, tu sais, des cartes de Ténès, de Aflou, de Tlemcen, etc. Il m'a dit seulement ça. Bon, donc, il n'a jamais voulu, hein. Il disait que c'était Jamais. folklorique. Voilà, c'est ça. Pour lui, C'était c'était du folklore. du folklore, c'était... Exotique. oui, c'est ça. Un exotisme bon marché. Orientalisme. Non, attention, hein, moi je ne suis pas contre l'orientalisme. Hein. Il y a un certain orientalisme. Voilà. Et donc, bon. Donc pour revenir à Isabelle, c'est comme ça que tu découvres. Et alors, j'ai découvert des livres d'Isabelle et Bérard qui étaient là, enfin qui avaient été édités, que personne ne lisait, évidemment, parce que on connaissait pendant longtemps, on a donné la priorité au personnage d'Isabelle et Bérard, parce que c'est vraiment un personnage singulier, et on a oublié son œuvre, complètement. Jusqu'à ce que, il y a une quinzaine d'années, C'est vrai. Jean-René Huleux et Mario Di-Lehacourt, qui étaient journalistes à Libération et amoureux de l'Algérie, et amoureux d'Isabelle et Bérard, ont décidé de tout éditer. Ils sont allés travailler sur les archives outre-mer d'Aix-en-Provence, et ils ont tout réédité. Tout réédité. Et ça, c'est bien, c'est vrai. Parce que comme Il y a ça, on a encore des tout. choses à faire. Il y a encore des choses à faire. Oui, de réédition possible, je pense. Non, mais des rééditions. De réédition C'est ça? Ah bon? Oui, pourquoi pas. Je sais pas. Pour mettre en lumière des textes, comme tu disais tout à l'heure. Tu m'as demandé si les nouvelles étaient publiées chez Folio, par exemple. Oui.
pourquoi pas faire des éditions plus accessibles déjà pour le Oui. grand public. Oui, oui, Parce que ce sont des textes qui pourraient aussi être étudiés. c'est vrai. Moi, je suis prof en lycée. Si je voulais étudier des textes d'Isabelle Eberhardt, j'aurais un peu de mal avec le support qu'on a aujourd'hui pour l'instant. Oui, oui, Tu vois, Mm. ça pourrait être une façon de faire connaître ces textes. oui. Oui, parce qu'elle est encore méconnue. Encore. On pourrait, connaît son avoir des nom, réf- mais- on pourrait avoir des références. L'ouvrage recommandé. Éditorial. Oui. Bon, Mm. tout à l'heure. Pour ça, Possible. Bah, Mais votre collection de cartes postales, vous ne voulez Mm. pas vous en débarrasser? Non. Et vous? Il y a Comme un deux amateur. collectionneurs se rencontrent. Et vous? Et vous? On va faire Ouais. l'échange Bah oui. des Pokémon. Des Pokémon. Si vous venez chez moi et vous me faites ce grand honneur, vous serez obligé de casser une graine aussi, de couscous, Ah. si vous venez. On va commencer par casser la Non, mais graine moi, je ici. préfère voir les photos, les cartes postales. Parce que Ah, ton couscous. le couscous, Il a- le meilleur, c'est le couscous de ma mère. Oui. Ma mère française. Ma mère française. Bien sûr. C'est le plat préféré des Français, il paraît. Oui, on dit ça. Non, mais elle a appris à le faire à Ténès avec ses, C'est avec vrai. ses belles-sœurs et tout ça, et sa belle-mère. Bien Avec sûr. ce bel état d'esprit, je suis sûr que vous allez me rouler. Comme Dans on la roule farine. Comme on roule le couscous. Voilà, ben Leïla, on va te remercier et puis passer à la séance dédicace. À moins que vous n'ayez des questions brûlantes. Oui, on peut encore poser des questions. Moi, j'avais juste une petite question, vu qu'on a affaire à des gens qui sont des gens de lettres. Est-ce De que l'Ouest, Camus... ouais, de Non, non, de Ok, j'ai pas vu. De l'Ouest. À l'Ouest. Est-ce que Camus, l'Algérien, s'était intéressé à Isabelle Eberhardt ou pas? Aucune idée. Non, hein. Non. J'ai l'impression que non, hein, parce que j'ai Je beaucoup veux pas lu que je Camus, sache. Ouais. Non. mais non, vous dites. Hein. Je ne pense pas. Et Mais il faudrait voir un spécialiste qui a comme ça. Spécialiste de Oui, Camus. voilà. Oui. Faudrait Peut-être dans regarder, une lettre, dans sa j'allais dire, Et à correspondance. votre Mais je ne connaissance, crois pas. Les journaux, Je comprends. peut-être. et à votre Yeah. connaissance, les Yeah. écrivains francophones comme Mouloud Mamri, Mohamed Tib, est-ce qu'ils se sont intéressés à ce personnage? Dans ce que j'ai lu, je ne l'ai jamais vu. Non. Moi, je l'ai jamais vu ailleurs C'est que vrai, dans hein? tes textes à toi. Non, mais il y a des universitaires, par exemple, Oui, oui, Denis Brahimi Bien sûr. a fait un travail de commentaires et d'analyse concernant Isabelle Eberhardt. Elle l'a fait. Oui, mais Et chez les d'autres aussi. auteurs, Mais chez les auteurs, je pense qu'ils ne. C'est pas qu'ils ne s'y intéressaient pas. Ils ne le connaissaient pas. C'est que il n'y avait pas les livres. Oui. Il n'y avait pas les livres. Parce que bien sûr qu'elle les aurait intéressés comme nous. C'est-à-dire, elle a édité Bon, chez, ça chez tient. Barucan. Est-ce que ça a été réédité Chez après Fasquelle. En Oui. quelle année 1908, la première Ah, édition. Donc d'accord. très tôt finalement après sa mort. Mhm. Et après, l'édition de Marie-Odile de la Cour Oui. et Jean-René Ça, Huleux, c'est- il n'y a rien eu entre les deux. C'est ça, en hein. fait. Ah ouais. Donc, Elle est oubliée. Quoi. Elle a été oubliée. Mhm. Mais vraiment. Donc, on est là pour la réhabiliter. Et tu le fais très bien. Hmm. Dernière question. Madame, allez-y. Je vais poser la question à sa place. A priori, moi, je ne connais pas Dorothée Chalier, donc est-ce Oui, moi non plus. Chalier. qu'elles ont vécu à la même époque? Est-ce qu'elles Elle était déjà, médecin. Elle était médecin. Est-ce qu'elles Oui. sont de la même époque et elles se sont connues ou pas? Ah, non, je pense pas. Non. D'accord. Je ne connais pas cette. Je pense D'ailleurs, on pas. va faire une rencontre. J'essaye de. Ouais. Si quelqu'un a un contact avec Claire Fred, j'essaye de le trouver, C'est mais pas j'y arrive toujours pas. marrant, hein. J'ai écrit à la fac, j'ai écrit. Ah ouais. Mais Parce qu'il y a un ouvrage qui est sorti. C'est un donc, bouquin exceptionnel, ouais, très intéressant. la médecine coloniale. Sur ça. 1895-1900, c'est une mission de Dorothy Chélier, premier médecin algérien, la première médecin algérienne, hein, et qui fait une mission dans les Aurès avec une interprète, donc, qui est une Chaouia, je pense, et des mules. Sur les mules, il y a des caisses, et elle se balade de village en village, et elle fait de la médecine, elle fait tout. Hein, et c'est incroyable, parce que c'est les médecins qui bricolent. Hein, on est en 1895. Oui, bien sûr. Oui. Donc elle répare tout ce qu'elle trouve. Et elle tient, ce qui est intéressant, c'est qu'elle tient un journal extrêmement méticuleux. Elle dit, j'ai rencontré Madame Machin, j'ai rencontré Madame Machin, j'ai rencontré Madame Machin.
Et elle essaye de former les sages-femmes. Parce qu'à l'époque, il y avait des techniques un peu particulières pour faciliter l'accouchement, notamment on sautait sur le ventre des parturientes, ce qui accélérait l'accouchement, mais accélérait aussi la fin de la vie de la parturiente. Donc, et elle décrit ça, et elle essaye de former, et elle a obtenu du gouverneur Cambon de créer une école de sages-femmes. Puis ça n'a pas marché, enfin bon. Mais c'est très intéressant de voir les conditions de vie qu'elle décrit comme une ethnologue. En fait, elle est médecin et elle est très besogneuse dans son journal. Et pour ça, c'est intéressant. Et Germaine Tillon n'en parle pas? Alors, pas que je sache, j'ai rien lu sur elle de Germaine Tillon. Germaine Tillon était aussi à Arris. Dans les Aurès, oui. 9 heures de marche d'Arris. Oui. Mais non, elle n'en parle pas. Mais enfin, on a perdu les 2 tiers des œuvres de Germaine Tillon. Comment ça, perdu? Les Allemands les ont prises. Quand elle était arrêtée, toute son œuvre a été... Les manuscrits. Oui, tous les manuscrits, et notamment tous les relevés de ce qu'elle avait fait dans les Aurès, de 36 à 39. Moi j'ai un livre de Germaine Tillon sur les Aurès. Oui, il était une fois l'ethnographie, mais c'est un livre posthume, enfin pas posthume, mais écrit après la guerre, à partir de ses souvenirs, de ce qui lui restait de ses notes. Mais ces notes d'ethnographe ont été confisquées, quoi. Confisquées par les Allemands quand elle a été arrêtée. Dégâts collatéraux. Et Thérèse Rivière? Alors Thérèse Rivière, il restait les photos. Alors je ne sais pas si elle a écrit, je crois qu'elle a écrit, mais il y a les photos de Thérèse Rivière. Oui. Alors, bon, si on parle de Dorothée Chélier, c'est intéressant parce que Claire French a écrit beaucoup aussi sur la médecine coloniale. Donc c'est intéressant de voir comment les médecins de la médecine s'intéressaient aux autochtones et aux colons. Et comment se faisait la répartition, quels étaient l'investissement. Dorothée Chélier s'était investie dans la médecine pour les autochtones. C'est elle qui avait eu l'idée de cette mission, qui avait proposé au gouverneur Cambon. Puis après ça, elle est rentrée en France. Mais quelqu'un comme Germaine Tillon, l'autre Germaine, Laoust, Germaine Laoust-Chantréau, qui a été institutrice en Kabylie, dont parle Fanny Colonna dans un livre sur Germaine Laoust-Chantréau. Et elle était comme Germaine Tillon. C'est-à-dire que quand tu disais, toi, de manière un peu sévère, il n'y a eu personne ne s'est approché de ce peuple, très etc. Peu, etc. Très peu. Je n'ai pas dit personne. Tu as dit comme s'il n'y en avait pas eu... Très peu. Minorité, une petite minorité. Bien sûr, c'est forcément minoritaire. Forcément. C'est ce qui est choquant aussi dans la colonisation, c'est-à-dire qu'il y a eu un rejet de la culture locale, total. Dans les bureaux arabes, tu connais le général Domas? Mais bien sûr, j'ai parlé du bureau arabe, j'ai parlé dans les SAS, etc. Il y avait des personnes qui s'intéressaient, oui, mais globalement, mais ils le faisaient aussi pour des raisons stratégiques. Mais l'intérêt, l'ouverture, aller vers l'autre, s'approprier sa culture, échanger avec lui, c'était vraiment l'exception. Germaine Laoust-Chantréau a fait ça en Kabylie. C'est une caractéristique du colonialisme, bien sûr, mais je ne dis pas qu'ils n'ont pas existé. Absolument. Il y a même des gens. La langue kabyle, c'est des Français qui l'ont. Sur les Berbères, les Pères blancs et tout. Oui. Voilà, bien sûr, on le sait ça. Mais ils avaient une autre démarche aussi. Pas dénué souvent de viser. De récupérer les Pères blancs, etc. Donc il y avait aussi il y avait un intérêt culturel, mais ils ont aussi christianisé pas mal autour de la Kabylie. Je ne le reproche pas, c'est un fait, c'est tout. On parlait tout à l'heure des Taos Amlouch, etc. C'est des Pères blancs sur place, Beni Yenni, etc. C'est des Pères blancs. Et voilà, on pourra revenir là-dessus une autre fois. Voilà. Écoutez. Mais Falad aujourd'hui, il dit à propos des Français, on vous aime, Bladjitko. Voilà. On vous aime. Voilà. Exactement. Même Tobon le dit. On peut y aller? Bien sûr. Alors vous pouvez venir vous avancer si vous voulez.
Excuse-moi.